Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le gouvernement envisage de mettre en place un nouveau code de l'élevage plus moderne et attractif. Des experts y travaillent en conclave dans la ville historique de Grand Bassam. Ils affinent leurs idées afin de rendre le test consensuel et complet afin de sortir l'élevage de l'informel. Les lignes bougent également dans la filière EVA. Plus de 8 milliards d'investissements seront dégagés pour booster le niveau de la transformation locale du caoutchouc. C'est le fruit d'une convention signée en juin dernier entre l'État et les industriels du secteur. La mise en œuvre est prévue pour 2021. Les acteurs du monde des transports ne sont pas oubliés par l'État. Le projet de renouvellement du parc automobile se poursuit. La région du Golfe vient de bénéficier de 20 véhicules. Le ministère des Transports matérialise ainsi la politique de modernisation du transport routier au profit des acteurs. En Éthiopie, la bataille de Mekele au Tigré a débuté aujourd'hui. L'armée est déterminée à reprendre la capitale provinciale où habitent près de 500 000 personnes. Les leaders du parti tigréen du TPLF affirment que la ville est touchée par des tirs d'artillerie. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce soir, nous posons nos regards sur les affranchis du sort. L'histoire extraordinaire de ces hommes, de ces femmes qui ont réussi à vaincre leur handicap. C'est une histoire relatée par une femme des médias bien connue. Elle est notre invitée de la page culture de ce samedi. Agnès Crédy, journaliste, écrivaine, brise le silence dans son 6e ouvrage qui vient de paraître sur l'injustice et la discrimination faite à l'encontre des personnes handicapées. L'œuvre est préfacée par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly et dans ce livre, à cœur ouvert, 20 personnalités en situation de handicap retracent leur parcours difficile mais inspirant. Bonsoir Agnès Crédy. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous êtes conseillère technique au ministère de la Communication et des Médias, présidente du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication. Vous venez de publier, je l'ai dit, Les affranchis du sort. D'où vous est venue l'idée? Il s'agit simplement d'un questionnement journalistique. Il s'agit d'une curiosité professionnelle en nous disant simplement qu'un journaliste n'est pas là pour refléter la société, mais pour montrer la société autrement et poser le regard de manière à voir les choses différemment. Et vous allez nous en dire dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. On va voir cette action du gouvernement ivoirien qui envisage de mettre en place un nouveau code de l'élevage plus moderne et attractif. Des experts, justement, y travaillent. Ils sont en ce moment en conclave dans la ville historique de Grand Bassam pour affiner leurs idées et rendre le test consensuel, complet, afin de sortir l'élevage de l'informel, nous rapporte l'enseignant Bakayoko. Dans le document provisoire qui dessine les contours du nouveau code de l'élevage, les experts affichent la volonté du gouvernement d'aider les acteurs à mieux structurer l'activité d'élevage et à améliorer les prestations au profit des consommateurs ainsi que de l'économie nationale. Le code qui est en élaboration comprend 12 titres, 38 chapitres et environ 181 articles. Ces 12 titres traitent de questions diverses. La définition des termes employés dans l'avant-projet du code, les acteurs du secteur élevage et les conditions d'exercice de leurs activités, le régime de propriété des animaux, l'abattage des animaux, la commercialisation des produits animaux, la gestion des risques environnementaux, la qualité et la traçabilité des produits. Ce nouveau code de l'élevage va donc accélérer la modernisation du secteur à travers la professionnalisation des filières, en particulier l'insertion des jeunes opérateurs ivoiriens formés. Cette modernisation implique la création d'élevages intensifs, la réalisation d'infrastructures de transformation de nouvelle génération et la mise en place de circuits de commercialisation adaptés et rentables. L'adoption d'un code de l'élevage est une condition essentielle pour le développement d'un élevage de qualité, rentable, respectueux de la nature, soucieux du bien-être de l'animal et garantissant une meilleure transparence pour les consommateurs. En Côte d'Ivoire, l'élevage reste encore une activité économique secondaire avec une contribution de 5% au produit intérieur brut agricole et de 2% à la richesse totale.
Les lignes bougent également dans la filière EVA. Plus de 8 milliards d'investissements sont prévus pour booster le niveau de la transformation locale du caoutchouc. Ce montant est le fruit d'une douzaine de conventions signées en juin dernier entre l'État ivoirien et les industriels du secteur. La mise en œuvre est annoncée pour 2021. Mama Traoré pour le reportage. Le 16 juin dernier, l'État et les industriels du caoutchouc signaient 12 conventions d'investissement afin de relever le niveau de la transformation locale. Pour le VA, jusqu'à une période récente, on était presque à 100%, la transformation, la première transformation. Voilà. Et depuis quelques années, il est apparu un gap. Et aujourd'hui, ce gap-là, on le varie à peu près à 400 000 tonnes sur les 3 à 4 ans à venir. Donc, ces 400 000 tonnes-là, au minimum qu'on cherche à résorber. Donc il faut des investissements pour pouvoir absorber, transformer ces 400 000 tonnes et aller au-delà. Pour relever ce défi majeur, de lourds investissements s'imposent. L'accord conclu entre le gouvernement et les entreprises de transformation du caoutchouc porte sur un financement de 58,5 milliards de francs CFA. Le Conseil EVA Palmier à Huile, organe de régulation de la filière EVA, vient de mettre sur pied un comité de suivi et de coordination. Il implique l'État, le Centre de promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire, CEPICI, et l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel. Au titre de ces conventions, le Conseil EVA Palmier à Huile est chargé du suivi, de la mise en œuvre des investissements, de sorte qu'au terme des investissements, les opérateurs puissent bénéficier de divers avantages fiscaux, notamment les crédits d'impôt, les crédits d'exonération du TVA. Toutes les parties ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour qu'on puisse donc s'accorder sur les outils de suivi. Aujourd'hui, c'est comme le top départ du suivi de ces conventions et nous serons donc dorénavant aux côtés des industriels du secteur. Cette initiative vise à relever la production usinée d'au moins 400 000 tonnes supplémentaires afin de transformer la totalité de la production nationale de caoutchouc naturel dès 2021. Dans l'actualité nationale également, le nouveau code des marchés publics édité l'année dernière enregistre des innovations. Les contrôleurs budgétaires chargés de la passation des marchés ont été instruits sur ces innovations. L'objectif est de réduire les irrégularités dans la présentation des dossiers de soumission. Ils étaient justement en réunion dans la ville historique de Grand-Bassam. Didier Nguesson. Dans l'attribution des marchés publics, les contrôleurs budgétaires sont un maillon important. Pour le règlement des contentieux et des audits, ils doivent être suffisamment outillés. D'où cette formation initiée par l'autorité de régulation des marchés publics, ANRMP, sur les procédures de passation, de contrôle et de régulation des marchés publics prescrites par le Code de 2019. Les acteurs que nous avons en face de nous ne connaissent pas, ne comprennent pas, ne connaissent pas cette matière qu'est la passation des marchés publics. Et donc, c'est à nous, nous sommes obligés de leur inculquer cette notion pour que les acquisitions se fassent de manière régulière, conformément à la réglementation. Et donc, cette formation est la bienvenue. En 2020, l'autorité de régulation s'est prononcée sur 114 décisions sur le fond et la recevabilité, privilégiant les conciliations. De même, une quinzaine d'audits ont été réalisés. Les audits de gestion qui sont des revues de la passation et d'exécution des marchés systématiquement chaque année budgétaire, l'année N-1, et les audits thématiques qui sont en fonction de tout ce que nous savons ou relevons d'anomalies dans le système des marchés publics. Nous avons changé de paradigme concernant le contentieux. Nous avons le contentieux précontractuel qui concerne uniquement que la phase de la passation, alors que par le passé, ce contentieux peut être géré par l'ARMP partait jusqu'à la fin, jusqu'au paiement. Désormais, l'autorité de régulation des marchés publics ne peut rendre des décisions exécutives contraignantes qu'uniquement dans la phase de passation. 5 000 marchés publics en moyenne sont attribués par an. Le taux d'irrégularité est passé de 58% en 2014 à 23% en 2020. Les acteurs du monde des transports ne sont pas oubliés par l'État. Le projet de renouvellement du parc automobile se poursuit. La région du Gord vient de bénéficier de 20 véhicules. Le ministère des Transports matérialise ainsi la politique de modernisation du transport routier au profit des acteurs. Abou Sanogo. Le ministère des Transports entreprend la lutte contre la pollution et l'insécurité routière liée à la vétusté des véhicules de transport.
Ce sont au total 20 véhicules sur les 30 prévus qui ont été réceptionnés dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile des transporteurs de la région du Gor. Une action du gouvernement qui vient en appui aux transporteurs de cette région. C'est le lieu d'appeler, mesdames et messieurs, les responsables des entreprises des transports éligibles à cette première phase du projet à se conformer aux exigences inscrites dans les contrats. Aux autres entreprises qui n'ont pas été retenues pour la présente phase, je vous conseille de prendre votre mal en patience et d'attendre la seconde phase qui va se dérouler incessamment. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes tellement fiers et cette fierté, nous voulons que vous la faites remonter au président de la République pour lui dire que les transporteurs du GOR sont à sa disposition. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme ont salué l'action de développement du chef de l'État, Alassane Ouattara. Donner la vie au secteur routier, c'est permettre à nos mamans qui sont dans les champs, dans les marchés, de couler avec aisance leurs produits. Et au nom de toutes ces femmes, nous voulons dire merci au président de la République. Le transport est un maillon important de la vie et de la nation. De par son caractère transversal, le secteur des transports est un levier puissant de développement économique dans le monde. En particulier, le sous-secteur transport routier avec son système, lequel est dit performant, quand il assure une circulation sécurisée des biens et des personnes à moindre coût. Ce sont par ailleurs 5 camions de 5 tonnes, 7 cars de 26 places et 8 autres de 41 places qui ont été attribués à 14 sociétés coopératives issues des départements de Gagnoa et de Oumé. Les membres de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire viennent de se réunir. Ils ont planché sur la question des logements abordables. Le président de cette chambre a fait l'état des lieux et évoqué quelques difficultés qui freinent l'accès des populations à un habitat et à un cadre de vie décent, notamment le problème foncier et le financement. Ahmed Traoré, chef Koné. En quoi consiste un logement abordable? Les acteurs de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire le définissent comme celui qui a un prix inférieur à celui du marché. Pour les acteurs du logement, l'on doit faire une différence avec un logement social qui est constitué de 2 à 4 pièces et qui coûte environ 12 millions hors taxes. Et un logement économique qui, lui, est constitué de 3 à 5 pièces et qui coûte environ 23 millions hors taxes. L'objectif de la rencontre était de faire l'état des lieux des logements abordables. Et le plus important pour nous, c'est la structuration du financement. Parce que ceux qui sont visés par le programme de logements abordables, c'est ceux qui sont des ménages à bas revenus. Et malheureusement, ceux-là n'ont pas d'accès aux banques pour avoir des crédits compte tenu des conditions et des procédures bancaires. C'est ce que nous appelons nous, le secteur informel. Nous allons plaider donc évidemment auprès de nos différentes autorités pour la mise en place des fonds de garantie que nous avons constaté et vu dans d'autres pays, notamment le Maroc, la Tunisie, le FOGARISM, le fonds de garantie de l'immobilier, pour permettre à ceux-là d'avoir accès au logement abordable. Le président Siriki Sangaré a profité de ce rendez-vous pour égrener les raisons pour lesquelles certains immeubles s'écroulent à Abidjan. Pour construire un immeuble, ça demande toute une technicité. Au-delà de cette technicité, je peux vous expliquer que déjà, quand vous avez un immeuble, il faut déjà faire l'étude du sol. C'est l'étude du sol qui va définir comment est-ce que nous devons implanter la fondation. Donc, si cette étude n'a pas été faite par des spécialistes pour pouvoir définir évidemment la structure de l'immeuble et qu'on construit l'immeuble sur la terre végétale, qu'on ne tient pas compte de la fondation, et si on se retrouve dans un environnement qui n'a pas été étudié efficacement, l'immeuble va s'écrouler. Il y a aussi les matériaux de construction qui sont utilisés, qui ne sont pas efficaces. Selon les études réalisées par les promoteurs et constructeurs agréés, le déficit de logement est estimé à plus de 500 000, dont l'essentiel à Abidjan. Et ce déficit croît d'environ 10% chaque année. Je vous invite à présent à faire un tour à la semaine du libre accès et de la science ouverte organisée à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est la 3e édition. Le thème, ouvrir l'accès à la connaissance et à la science avec l'intention de renforcer l'équité et l'inclusion. On en sait plus avec Patricia Oumouetia.
L'Open Access Week, ou la Semaine du libre accès, est un événement annuel du monde scientifique qui vise à faire la promotion de l'accès libre pour le développement de la recherche scientifique par l'information. La semaine est marquée par l'organisation de conférences et de séminaires. Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants sont sensibilisés et leurs capacités sont renforcées en matière de libre accès et de sciences ouvertes. Déjà au semestre 1, nous avons déjà participé à la correction des données à travers la bibliothèque virtuelle des différentes thèses. Donc ici, c'est un appui encore dans nos recherches en tant que nous-mêmes étudiants en master de recherche. Puisque notre première expérience ici était de pouvoir numériser ce qui était déjà produit par nos devanciers. Donc ici, nous maintenant, en tant qu'ici présents, nous allons encore apprendre de nouvelles méthodes pour pouvoir effectuer la recherche en ligne. Pour le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, plus de 8000 thèses et mémoires sont disponibles sur le site web de l'Université virtuelle et accessibles à tous. Sur ce site-là, vous pouvez retrouver tous les travaux qui sont produits au niveau de nos universités. L'Afrique va compter en 2050 plus de 70% de jeunes de moins de 30 ans. Et nous ne pourrions pas avoir les infrastructures nécessaires pour l'encadrement de ces jeunes. Et donc, l'enseignement à distance est une opportunité qui vient au bon moment. Un colloque international réunira les chercheurs et enseignants-chercheurs du monde scientifique issus de plusieurs pays afin de trouver des solutions numériques pour favoriser la résilience en contexte de la COVID-19. Et justement, la Côte d'Ivoire qui s'engage de plus en plus contre le coronavirus. Ce samedi 28 novembre, on dénombre 29 cas confirmés sur 1018 échantillons prélevés, 39 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 218 cas actifs. Restons vigilants, continuons de respecter les gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres. La chaîne de solidarité n'est pas rompue, elle continue d'être tissée, heureusement, en cette pandémie. La Côte d'Ivoire Tourisme marque le pas en offrant des kits sanitaires aux fêtières du secteur. Le but est de renforcer la veille sanitaire contre le coronavirus. Patricia Oumouitia. Les opérateurs du secteur du tourisme ont reçu des kits sanitaires en vue de poursuivre la lutte contre la propagation de la COVID-19. C'est la contribution de Côte d'Ivoire Tourisme dans le cadre de leurs activités. Ce geste marque la solidarité de Côte d'Ivoire Tourisme aux opérateurs du secteur qui ont vu leurs activités affectées par la pandémie à coronavirus. Nous avons bénéficié les premiers soutiens. Si Côte d'Ivoire Tourisme trouve un moyen de venir nous soutenir, je crois que nous devons tendre la main et remercier, et saluer et les encourager. D'ici jusqu'à 2023, il sera important que tous les acteurs du tourisme se concentrent sur le tourisme local et le tourisme régional. Ce que nous avons décidé, c'est d'opter sur la diversité culturelle ivoirienne. Selon le représentant du directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, la sensibilisation doit reprendre de plus belle, d'où cette contribution pour appuyer les fêtières du secteur du tourisme. Côte d'Ivoire Tourisme est un organisme de promotion touristique, mais il s'entend qu'on ne peut faire de la promotion qu'avec des opérateurs dans un environnement sain. Donc il fallait que nous puissions apporter un tant soit peu cet appui aux opérateurs. De manière expresse, aujourd'hui, le ministère est en train de travailler avec les conseillers du chef de l'État pour pouvoir présenter la situation au niveau du secteur. Et je pense que très bientôt, de bonnes nouvelles peuvent être données à nos opérateurs. Les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie doivent dès à présent s'interroger sur les stratégies à mettre en place pour faire la promotion du tourisme interne. Les grands enjeux de développement durable ne sont pas à négliger. Bien au contraire, la crise de la COVID-19 agit comme un révélateur de l'importance de cette thématique. L'humanité engage aussi la bataille contre le sida. Le 1er décembre prochain sera célébrée la journée mondiale de lutte contre cette maladie. En prélude à l'événement, le comité sectoriel de lutte contre le sida du ministère des Sports a organisé une journée de sensibilisation et de don de sang au parc des sports de Treichville. Avec pour slogan « Engagé pour l'élimination du sida », cette journée commémorative constitue un cadre d'échange et de sensibilisation de tous les acteurs du sport. Les responsables des fédérations sportives, les coordinateurs généraux de sport et les athlètes ont tenu à associer leur image à cet événement. Le ministre des Sports
Paulin Claude Danhaut a tenu à sensibiliser et à matérialiser sa contribution à cette campagne en faisant un don de sang. Il y a de nombreuses maladies dans le pays et dans le monde, mais le VIH-Sida est une réalité. Et cette réalité doit être combattue et nous devons redoubler de vigilance. En même temps, nous savons que la pandémie à coronavirus, Covid-19, a impacté terriblement la banque de sang. C'est pourquoi, cette année, nous avons décidé non seulement de nous sensibiliser contre la propagation du VIH-Sida, mais nous devons aussi donner notre sang pour sauver des vies. Il faut que toutes les structures donnent leur sang. Donc nous allons nous atteler à faire en sorte que dans les différentes directions, les gens se mobilisent pour donner leur sang. À la fin de ces 15 jours, on va faire le bilan pour savoir combien de poches de sang le ministère a pu collecter. Les activités du comité sectoriel de lutte contre le sida du ministère des Sports se poursuivront sur 15 jours. La 31e édition de la campagne mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles capte aussi l'attention. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes apporte sa contribution dans cette lutte. Justement, à Yopougon, des jeunes ont bénéficié d'une session de formation relative à la promotion du genre et de la lutte contre les VBJ en milieu juvénile. Walter Amadou Ouattara. Faire prendre conscience aux jeunes dès leur bas âge des différentes conséquences des violences basées sur le genre, c'est tout le sens de cette session de formation. Une initiative de la cellule genre du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement ivoirien, avec son programme Côte d'Ivoire solidaire, vise ainsi à accélérer les transformations économiques et sociales du pays et place l'humain au cœur du développement. Cependant, l'humain ne peut être au cœur des actions de développement si les violences basées sur le genre persistent et si les jeunes sont encore dans leur majorité victimes de ces violences et souvent eux-mêmes auteurs de ces violences. Cette session de formation à l'attention des jeunes de la commune de Yopougon bénéficie du partage d'expériences des membres de l'ONU Femmes, du comité local de la Croix-Rouge de Yopougon, avec la collaboration du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. De janvier à juin 2020, nous avons eu près de 2352 cas de violences faites aux femmes, dont 530 viols. Et c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que le ministère se réjouit de cette mobilisation et de voir que des jeunes s'investissent. Parce que, comme vous le savez, c'est les enfants, les jeunes perpétuent les images qu'ils reçoivent dans les familles. Et donc, quand les jeunes se mobilisent, c'est toute la société parce qu'ils vont se rendre compte que très tôt, ils savent que c'est des violences, ils doivent lutter contre ces violences et ils vont éduquer les enfants dans ce sens. La connaissance acquise, ces jeunes identifiés désormais promoteurs du genre et de la lutte contre les VBG ont pour mission de mener des actions en faveur de la réussite des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et une campagne qui se déroule dans la paix. La mairie d'Agamé initie donc la journée de la paix dans sa commune. Aujourd'hui même, une marche et des messages de paix ont marqué cette manifestation. Le maire Farikou Soumoro a appelé toute la population et particulièrement les jeunes à tourner le dos à la violence et à cultiver le vivre ensemble. Issa Tchonayo. Une journée désormais dédiée à la paix à Adjamé. C'est une initiative du maire de la commune, Soumaoro Farikou. On pouvait lire sur des pancartes ou banderoles « Adjamé, zéro conflit ». À Adjamé, la violence est interdite. Des messages pour montrer que la violence n'a pas de droit de cité dans cette commune cosmopolite. Sans la paix, il n'y a aucun développement. Adjamé, comme je l'ai dit, c'est 3 millions de personnes chaque jour qui viennent d'horizons divers. Alors, nous avons initié cette journée de la paix pour vraiment magnifier la paix. La paix et le vivre ensemble, dans la cohésion et dans la solidarité. Les jeunes d'Adjamé se sont engagés à garantir et à préserver la paix dans leur commune. Cette initiative vient à point pour confirmer
le leadership d'Adjamé en termes de paix, en termes de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Il y a eu 0 violence à Adjamé. On dit merci aux femmes de la commune d'Adjamé qui ont pris leur leadership en conseillant leurs enfants. La célébration de cette journée de la paix à Adjamé a été l'occasion d'honorer la mémoire des disparus suite au mot d'ordre de la désobéissance civile de l'opposition à travers l'observation d'une minute de silence. On prend aussi la paix à Abobo. Environ 300 jeunes de la commune viennent d'être formés au changement de mentalité pour la promotion de la paix. Ils ont été mis en mission par le secrétaire d'État au renforcement des capacités. Ils sont invités à relayer les messages de paix, de cohésion sociale dans leur cité. On en sait plus avec Jean Magaki. Au-delà d'un parchemin, c'est un engagement que ces 300 jeunes leaders d'Abobo prennent. Désormais, ils seront les relais des notions acquises sur le changement de mentalité pour la paix. Pour le secrétaire d'État au renforcement des capacités, cette formation s'inscrira dans la durée. Vous êtes nos ambassadeurs ici à Abobo. Vous êtes les ambassadeurs de paix, les artisans de paix, de cohésion sociale ici à Abobo. Et nous allons étudier les projets que chaque groupe a présentés. Et vos projets seront accompagnés pour que vous soyez chacun dans son milieu, au sein de sa famille, dans son quartier, vous soyez les artisans de paix. Le secrétaire d'État chargé du service civique mesure l'ampleur de la mission assignée à ces jeunes leaders. Retrousser les manches, car tout changement est source de blocage et d'opposition de la plupart des êtres humains. Après Abobo, la caravane sur le changement de mentalité pour la promotion de la paix se rendra à Yamsoukro, Gagnoa et Ferkessédougou. La direction départementale RHDP de Diokoué vient de célébrer la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle. Ils se sont engagés à œuvrer pour la stabilité, la paix et le développement dans la région du Guémon. Le reportage est signé Jean Magagi. Les militants du RHDP du département de Diokoué ont répondu massivement à l'appel de leur leader. Ils ont célébré dans la joie et l'allégresse la victoire du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Les différents délégués de campagne du département, comme l'honorable Flanizara Touré, Moussa Doumbia et le directeur départemental Oula Priva se sont succédés au pupitre pour exprimer leur gratitude à ces populations. Diokoué uni, Diokoué retrouvé dans l'union et dans l'unité. Nous pensons que nous allons continuer dans cette voie. Car il ne peut pas y avoir de développement sans la stabilité au niveau de la région. Vous, chers parents, je vous remercie pour votre contribution dans la victoire de notre candidat, notre champion, le président Alassane Ouattara. Les populations de Diokoué invitent tous les acteurs politiques à consolider le climat de paix, malgré les divergences, pour le bonheur de tous et de chacun. À l'étranger, au Burkina Faso, plusieurs opposants et candidats malheureux à la présidentielle du 22 novembre dernier félicitent le président Roch Macri Sankaboré après son élection. Parmi ces candidats, Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition. Le président Roch Macri Sankaboré salue cette démarche qui, selon lui, témoigne de la maturité de la démocratie au Burkina Faso. En Éthiopie, la bataille de Mekele au Tigré a débuté ce samedi. L'armée est déterminée à reprendre la capitale provinciale où habitent près de 500 000 personnes. Les leaders du parti tigréen affirment que la ville est touchée par des tirs d'artillerie. Cela faisait 3 jours que le premier ministre éthiopien, prix Nobel de la paix, Abiy Ahmed, promettait la mise en place de la phase finale de sa campagne militaire. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Je reviens, c'est le titre du nouveau single de l'artiste Noël Douré. Un titre qui signe le grand retour du chroneur de la musique ivoirienne sur la scène. Et à travers ce single, Noël Douré prône la paix dans notre pays et exhorte les populations à la cohésion sociale. Issa Tchonayo. 20 ans après
la sortie de son dernier album, Salut. Noël Douré ou Ndi signe son grand retour sur la scène musicale avec un single intitulé Je reviens. La paix, rien que la paix, est désormais le leitmotiv du combat de celui que ses fans appellent le crooner. Pour Ndi, la Côte d'Ivoire a besoin de stabilité et de paix pour continuer son développement. Il est bon que les leaders d'opinion que nous sommes puissions donc mettre l'art au service de la cause commune qui est la recherche de la paix. Et c'est ça qui fait que je sors donc cette œuvre. Et je suis surtout venu répondre à des besoins de paix, des besoins d'amour, des besoins de réconciliation. La paix, il faut la voir comme une quête permanente. C'est une construction. Ce n'est pas un claquement de doigts qui amène la paix. C'est le comportement que nous avons avec nous, entre nous tous les jours, que nous entretenons avec nos semblables. Noël Douré invite tous les leaders politiques à privilégier la voie du dialogue afin de garantir la paix en Côte d'Ivoire. On évoque à présent ces histoires extraordinaires de ces femmes et ces hommes qui ont vaincu le handicap. Et on retrouve ces histoires dans le livre « Les affranchis du sort » que vient de publier la journaliste écrivaine Agnès Crédy. Je vous retrouve avec plaisir, Agnès Crédy. Alors, dans Les affranchis du sort, vous relatez 20 histoires émouvantes de personnalités en situation de handicap, devenues des avocats, des magistrats, des sportifs de haut niveau, des hommes politiques, des artistes, des guides religieux. Vous les avez rencontrés. Vous avez rencontré notamment l'ancien ministre Joël Nguessan, l'artiste Yos Kezo. Comment avez-vous réussi à les faire témoigner? C'était une histoire qui a duré 3 ans. C'est 3 ans de rencontres, 3 ans d'échanges, 3 ans de confidence, mais c'est surtout, à mon avis, un honneur qui m'ont fait. Ces témoins qui ont voulu donc exposer leur vie, se livrer, se parler. Ils n'ont pas été réticents au départ? Non. Ça a été facile? Oui, facile, mais je crois qu'il a fallu peut-être les convaincre. Il a fallu peut-être aussi assumer une forme de crédibilité pour leur assurer sur ce que leurs écrits ne seront pas transformés et que ce qu'ils disent seront retenus comme tels. Il a fallu qu'ils se dévoilent, mais en même temps, ce n'était pas de l'exhibition. Ce n'est pas vouloir se montrer. Je crois qu'à un moment donné, ils avaient besoin peut-être d'être écoutés, simplement, et d'être entendus. Parce qu'ils ont justement compris la lutte oui, l'engagement. Parce qu'au bout de compte, nous nous sommes dit, écoutez, nous passons notre temps à regarder les personnes en situation de handicap qui mendient, qui tendent la main. Nous avons une espèce de forme de pitié. Nous avons ces regards presque méprisants qu'on porte sur certaines personnes. Mais on n'a jamais cherché à savoir. Et celles qui ont réussi à se battre, celles qui ont refusé d'être handicapées par leur handicap, ces personnes-là sont où? Que deviennent-elles? Comment on les juge? Comment on les regarde? Est-ce qu'on les voit? Et donc l'idée était de dire, il faut peut-être les montrer pour ouvrir des pages d'exemples, montrer des chemins d'exemplarité justement à suivre pour d'autres qui seraient en situation de handicap ou non. D'accord. Et leur parcours n'a pas été un long fleuve tranquille, il a été parsemé d'embûches. Vous en parlez justement dans votre livre qui a été lu et bien résumé par Jean Magagui. On va suivre ensemble et on en reparle sur ce plateau. Agnès Crédy présente son livre à la presse nationale. Son œuvre intitulée « Les affranchis du sort » est un recueil d'histoires extraordinaires d'hommes et de femmes ayant réussi à vaincre leur handicap. 20 portraits et pans de vie sont comptés dans cet ouvrage de 235 pages. L'écrivaine affiche son livre en prélude de la 28e édition de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. Le thème de la 28e édition s'intitule « Et si on changeait de regard ?» Le meilleur moyen pour nous de changer de regard est justement de mettre en valeur le parcours de certains parmi nous, que nous pourrions qualifier de grands handicapés de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Affranchis du sort, préfacé par le défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, invite le public à changer de regard vis-à-vis des personnes en situation de handicap. L'œuvre « Les affranchis du sort » s'inscrit dans un plaidoyer contre toute forme de discrimination en Côte d'Ivoire. La journaliste Agnès Crédy est à son 6e ouvrage.
Voilà, Agnès Crédit, vos interlocuteurs, je vais parler par exemple du magistrat Jean-Baptiste Angaman, de l'ex-secrétaire d'État Raphaël Dogo, qu'on a vu dans les images, de l'ancien ministre Joël Nguesson. Ils ont plus ou moins vécu une injustice du fait de leur handicap. Dites-nous, comment l'ont-ils surmonté? Comment ont-ils pu s'affranchir de leur sort? En refusant d'être handicapés, en refusant de subir justement cette fragilité physique, mais en refusant d'être victime d'injustice, encore dans une société qui, justement, manifestement, semblait se donner le droit de les juger, mais surtout de les caser comme des personnes à part, alors qu'elles sont des personnes entièrement et totalement en même temps comme nous. Pour le juge Angaman, il a fallu passer le concours d'entrée à l'ENA, échouer, repasser et puis s'entendre dire qu'il n'avait pas le droit de porter la robe noire parce qu'il pourrait la faire traîner parce qu'il est un fauteuil roulant. Le ministre Joël Nguesson passe son concours d'entrée à l'ESCA, il est admis, on lui fait on lui sait la même chanson en lui disant qu'en fait son handicap ne lui permettait pas d'être digne d'entrer dans une si grande école. Mais il n'y a pas que chacun d'eux a vécu des injustices. On a Guillaume Mbouara qui est enseignant, qui est non-voyant, qui est enseignant, à qui on refuse de passer l'examen en fin d'année parce qu'on estime qu'il est handicapé, qu'il est aveugle et que la place d'un aveugle est dans la rue pour mendier. Et ils ont réussi à se passer cela. Il y a Fouabi, docteur Fouabi, le médecin. Mais je crois qu'ils se sont accrochés. Ils se sont dit, personne n'a le droit de nous brimer doublement. Déjà, la nature ne nous a pas avantagés. Nous avons, nous, le devoir de nous surpasser. Donc, c'était cette volonté. C'était vraiment de la volonté, de l'engagement, de la conviction. Et puis, le désir de montrer qu'ils étaient capables de faire les choses comme tout le monde. Ils avaient la foi, ils étaient persévérants. Et la foi, mais surtout la volonté de travailler. La conviction qu'on pouvait vaincre la fragilité physique. Comme dit Georges Kezo, je suis un handicapable. Je suis peut-être handicapé, mais je suis capable de faire des choses. Comme dit Angaman, je suis handicapé, peut-être, je le suis, certainement, ça se voit, mais qu'on ne me juge pas sur mon apparence. Et comme dit le docteur Koné, le physique ne fait pas l'homme. Et c'est vrai. Et Kanyigi le dit d'ailleurs, la politique, l'handicap n'empêche pas de faire de la politique. Nous avons chacun son expérience, chacun sa difficulté. Maître Mensa, qui perd la vie à 35 ans, s'adapte et reprend sa vie en main et se construit un autre chemin, pas dans le noir, mais dans une forme de lumière qui est intérieure. Nous avons ces expériences-là qui sont magnifiques. Alors, dans tous ces témoignages, dites-nous en tant que journaliste, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces différents témoignages que vous avez recueillis? C'est l'injustice sociale, c'est l'injustice humaine, c'est cette inhumanité qu'on met en avant, justement, et qui s'impose contre la volonté de personnes fragilisées qui veulent justement se relever et se tenir debout. C'est pourquoi on nous invite à changer de regard. Mais en même temps, ce sont des personnes qui sont dans la verticalité, qui refusent justement d'être dans l'horizontale, alors que nous, notre regard veut les porter dans une forme d'horizontalité. Ils sont debout, ils se dressent. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas de jambes, mais ils marchent. Ils n'ont pas d'yeux, mais ils voient. Ils refusent de ramper. Ils refusent de ramper. Comme vous le dites. Et c'est pour ça qu'ils nous invitent à changer de regard. Et nous avons, nous, le droit de changer de regard. Nous avons le devoir de changer de regard. Et c'est pourquoi le 3 décembre, on sera encore interpellé, le 3 décembre prochain. La 10e journée internationale des personnes en situation de handicap. Et les personnes en situation de handicap, vous le dites aussi bien, sont des victimes de la nature, mais la société non plus ne leur porte pas un meilleur regard. Alors, faut-il blâmer réellement ceux qui ont décidé de se résigner, de mendier, peut-être pour pouvoir aussi avoir une place dans la société? Non, il ne faut pas les blâmer, puisque quand on écoute l'histoire de celles et ceux qui veulent se dresser, et à qui on empêche de se dresser, on se dit effectivement, on comprend pourquoi il y en a qui flanchent, et qui se couchent, et qui s'asseyent, et qui attendent d'être pris en charge. Et le post-facier, qui est le roi des bras, d'ailleurs, on parle, il nous rappelle Sundiata Keïta. On voit dans l'histoire d'Afrique qui est ce héros, cet enfant perclus, qui est la risée de la communauté, qui se dresse un jour et qui dit « moi, je serai ce que je suis », et qui a été ce qu'il a été. Donc, le roi du Mandingue, le roi lion du Mandingue, on sait ce qu'il a été dans l'histoire de notre humanité, de notre africanité, de notre Afrique. Donc, après, on se dit, oui, il y en a qui mendient. Mais quand on dit à Mbouara, votre place n'est pas ici, mais il est dans la rue, allez mendier. Quand on dit à Dr Fouabi, qui est malentendant, vous faites quoi ici? Un sourd, ça passe sa place ici, à la fac de médecine. Allez faire autre chose. Peut-être qu'on a pitié d'eux, on s'est dit, ils ne peuvent pas... Non, c'est de l'intolérance. C'est de l'intolérance, c'est une société qui classifie les gens par rapport à une apparence physique. D'ailleurs, on célèbre la beauté parce qu'elle est physique uniquement. C'est une société qui ne parle qu'aux personnes valides, mais en réalité, qui ne sont peut-être pas si valides que cela. C'est une société qui est malade elle-même de ces... Justement, comment changer ce regard dans notre société? Changer son regard, mais déjà en se disant que chacun de nous était handicapé en sursis. Maître Mensa, elle perd la vie à 35 ans. Monsieur Koné Victorien, qui est directeur au ministère des Affaires sociales, la protection sociale, pardon, il perd la vie à 40 ans.
On a vu comment des personnalités comme Mathieu ont fini en fauteuil roulant. Donc, en fait, il suffit d'avoir un AVC, qu'un corps soit fragilisé, qu'on vieillisse, que les cellules vieillissent, qu'on fasse un accident de voiture. Donc, nous sommes tous en sursis. C'est pour ça qu'il faut pouvoir prendre le temps de regarder ceux qui sont déjà fragilisés à la naissance ou qui sont devenus fragilisés plus jeunes, mais qui se dressent et qui se battent. On a une société qui a été construite sans tenir compte des questions d'accessibilité. Justement, c'est aussi un handicap. C'est un handicap. L'accessibilité au lieu public, impossible pour les personnes en situation de handicap. La question de l'employabilité. La question du Et ça, c'est un handicap à combler. C'est un handicap social qui peut être comblé par une volonté. Notre pays s'est engagé, comme tous les pays modernes, justement, à intégrer ces éléments dans les dispositifs urbanistiques, dans les constructions des immeubles ou des espaces grand public, mais ce n'est pas encore dans les transports et autres. Il faut donc en tenir compte. Après, il y a la question de... Allez-y. Il y a la question de l'employabilité des personnes en situation de handicap qui a été donc intégrée dans le dispositif de la fonction publique avec les recrutements dérogatoires. Il faut pouvoir actionner cela de manière permanente. Le président de la République s'est engagé. Il va falloir donner vraiment un contenu à cela pour que les personnes qui ont la volonté de se débattre, d'être indépendants, d'être autonomes, comme le dit monsieur le Premier ministre Amadou Coulibaly, qui a préfacé d'ailleurs votre ouvrage. Et qui rappelle très bien qu'en fait, il faut pouvoir écouter ces voix et regarder ces personnes, entendre ces voix et voir ces exemples qui nous montrent le chemin en disant, effectivement, ils ont refusé de se laisser affaiblir par leur fragilité physique. Ils se sont tenus debout. Ils nous montrent des chemins d'exemplarité, justement, à suivre. Il nous amène donc à notre humanisme. Alors, le Premier ministre, vous l'avez évoqué, a préfacé, l'ex-Premier ministre Amadou Coulibaly a préfacé votre ouvrage. Racontez-nous seulement en une phrase l'histoire de cette préface qu'il a acceptée. Quand j'ai pensé à faire ce livre, j'ai pensé immédiatement à lui, en me disant, c'est la personne idéale pour faire ce livre. Pour une première raison, il est Premier ministre et peut-être qu'il pourrait avoir un regard décisif par rapport à la posture républicaine qu'il a pour justement engager l'État à prendre des dispositions comme il faut. Deuxième élément central, c'est que nous sommes jumeaux tous les deux et pour moi, c'était le cadeau que je faisais à un jumeau. Et puis, troisième raison fondamentale, on a vu quand il est parti de l'autre côté de la rive, comment il a été honoré parce qu'il était dit, un travailleur qui a travaillé jusqu'au bout, malgré sa fragilité. Il ne s'est pas laissé fragiliser lui aussi. Jusqu'au bout, il a travaillé. On a vu qu'il est parti à la tâche. Il a montré le chemin. Même fragilisé, on peut continuer à travailler, à s'engager dans sa communauté jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de le faire. Pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on ne le peut plus. Merci Agnès Crédy. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. Depuis 1992, la Journée mondiale des personnes en situation de handicap est célébrée. Cela fait 28 ans qu'ils revendiquent leurs droits. Et cette année, on aura donc l'avantage d'avoir le bonheur d'avoir la présence de M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui sera avec nous pour justement soutenir l'engagement de la République et de ce pays qui veut se construire dans la solidarité pour une Côte d'Ivoire plus solidaire au bénéfice de ses enfants les plus fragilisés. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci pour votre contribution au bien-être des personnes en situation de handicap dans notre pays. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Il est temps qu'on change de regard sur la situation. Les personnes en situation de handicap sont des êtres ordinaires comme nous et capables de choses extraordinaires. Ils montent les marches de la vie pour construire, handicapés mais pas du tout résignés. Les affranchis du sort sont des modèles à suivre. Ils ont du potentiel. À demain 20h, prenez soin de vous.